Les carnets du sous-sol, c'est le journal d'un homme. On ne connaît pas son nom, on sait simplement qu'il vit reclus et qu'il est malade. Mais la maladie qu'il tourmente, c'est pas une maladie du corps, c'est une maladie de l'esprit. Et même s'il n'en connaît pas le nom, il va nous en décrire les symptômes, les effets pour qu'on essaye de la comprendre. Dans la première partie, le narrateur philosophe. Parce que, enfermé dans son sous-sol, il a eu le temps de penser, de repenser les choses, de remettre en question et de beaucoup douter. Et ce doute, c'est ce qui le rend intelligent, mais c'est aussi ce qui le rend malheureux. Parce que le doute inhibe l'action. Et l'une des choses qui tourmente le plus le personnage, c'est qu'il n'a rien accompli de sa vie. Quand il écrit ces lignes, il a 40 ans. Autrefois, il a été fonctionnaire, pas par vocation, mais par facilité. Mais depuis qu'il a touché un héritage, il vit grâce à lui reclus dans son sous-sol. Il est totalement coupé du monde extérieur et son seul contact avec la réalité, c'est son domestique, qu'il déteste par ailleurs. Mais il affirme que s'il n'a rien fait de sa vie, ce n'est même pas par paresse, mais plutôt parce qu'il est englué dans une mentalité complètement mortifère qui l'a paralysé toute sa vie. Et quand il en prend conscience, tout est gâché, c'est déjà trop tard. Pour le narrateur, le doute, c'est le fardeau de l'homme intelligent. Il n'y a que les hommes bêtes qui puissent agir. Parce que pour pouvoir agir, il faut avoir des certitudes et renoncer à la perfection et à l'absolu. Lui, il en est incapable. Et les hommes intelligents sont condamnés à envier les hommes d'action. Et c'est une des choses les plus marquantes à propos de ce narrateur, c'est qu'il est complètement rongé par la jalousie. La malheureuse souris, en plus de sa saleté originelle, a eu le temps de s'entourer du cercle que représentent les questions et les doutes, et tant d'autres saletés. À une seule question, elle a ajouté tant d'autres questions sans réponse que c'est à son corps défendant qu'elle a vu s'amasser autour d'elle une sorte de fange mortifère, un genre de boue malodorante que viennent composer ses doutes, ses inquiétudes, et pour finir, les crachats que lui envoient les hommes d'action spontanés, qui, l'entourant gravement comme ses tyrans ou ses juges, la couvrent en riant à gorge déployée de ridicule. Il écrit des choses très paradoxales. Par exemple, quand il parle de volonté, il va écrire que le vouloir est la traduction même de la vie tout entière. Mais à côté de ça, il va aussi admettre que la science pourrait tout à fait un jour trouver une formule mathématique qui permettrait de prédire toutes les volontés des hommes, et qu'à partir du jour où on aura trouvé cette formule, la volonté n'aura plus aucun sens. En fait, il est capable de voir les idéaux des hommes selon les deux côtés d'une même pièce. D'un côté le sacré, et de l'autre le pragmatique, le profane. Et encore une fois, il doute. Il sait pas pour quel côté de la pièce il doit jouer. Il aimerait bien n'en avoir qu'un seul, le sacré, il en serait plus heureux, mais se cacher l'autre, ça ferait peut-être de lui un homme bête. Et il parle de justice, du beau et du sublime. Il montre que ces valeurs-là, il les voit et même il les comprend. Il a tellement retourné les concepts qu'il les a totalement désanctifiés, déconstruits, qu'en fait il n'arrive plus à les ressentir en lui. Il les comprend mais il les ressent pas dans ses tripes. Vous avez foi en un palais de cristal à jamais indestructible, c'est-à-dire quelque chose à quoi on ne pourra pas tirer la langue en douce, ni dire mentalement « merde ». Et moi, peut-être, c'est pour cela que j'en ai peur, de cette construction, parce qu'elle est en cristal et à jamais indestructible, et qu'on ne peut même pas, en douce, lui tirer la langue. Parce que, vous comprenez, si vous installiez un poulailler à la place du palais, au cas où il se mettrait à pleuvoir, je me glisserais même dans le poulailler pour ne pas être trempée. Mais ma reconnaissance pour m'avoir protégée des gouttes ne me le fera pas prendre pour un palais. Vous riez, vous dites qu'un poulailler vaut bien le château de Versailles en cas de pluie. Je vous réponds, oui, si le seul but de la vie est de rester au sec. La deuxième partie de ces carnets, c'est une exposition de tout ce que cet état d'esprit a provoqué de concrètement malsain dans sa vie quand il était plus jeune. Il va aller d'anecdote en anecdote, et chacune de ces histoires va montrer qu'il devient de plus en plus asocial et pitoyable, et qu'il se raccroche à la moindre petite chose pour tenter d'exister. Une des anecdotes les plus marquantes, c'est son aventure avec l'officier. Un jour, il va être bousculé par un officier qui ne prête même pas attention à lui. Et le fait que cet homme l'ignore, pour lui, c'est totalement insupportable, et ça va le rendre fou. Alors il veut préparer sa vengeance. Il fait en sorte de recroiser plusieurs fois cet homme,
pour pouvoir le provoquer en duel, mais il ne va jamais oser. Comme il manque de courage, finalement il se dit que la meilleure solution pour laver son affront, c'est de bousculer l'officier en l'ignorant, comme il l'a fait pour lui. Mais même ça, il va avoir du mal à le faire. Et cette histoire, ça l'obsède. Il va aller s'acheter de nouveaux vêtements pour avoir une belle allure, le jour où il osera bousculer cet homme dans la rue. Et encore, cette histoire pourrait être marrante si elle était datée sur quelques jours. Mais cette altercation avec l'officier, pour le narrateur, c'est une histoire qui le préoccupe pendant plusieurs années. Le problème de ce garçon, c'est qu'il n'arrive pas à adhérer aux idéaux qui sont censés trouver un écho en nous et nous pousser à avancer pour tendre vers eux. Lui, il doute tellement de ses idéaux qu'il est incapable de les incarner. C'est ça son handicap, c'est ça sa maladie en fait. Et douter, c'est sain. C'est normal d'avoir des périodes pendant lesquelles les choses nous semblent avoir beaucoup moins de valeur et on ne sait plus vraiment pourquoi on les fait. Dans ces périodes-là, on a l'impression de ne pas être au maximum de nous-mêmes. On n'arrive pas à agir parce qu'on est en train de remettre en cause des dizaines de choses. Mais tout ça, c'est un cycle. Parce que c'est aussi dans ces périodes où généralement on accumule beaucoup de frustration, mais ce qui veut dire beaucoup d'énergie. Et au bout d'un moment, on arrive à un point de saturation. Ce qui fait que le doute, on le sacrifie, avec l'idée de perfection et l'idée d'absolu, pour enfin pouvoir agir et faire quelque chose. Mais le personnage qui écrit ces carnets, il est bloqué à la première étape. Un rôle secondaire, c'était hors de mon entendement. Voilà pourquoi, dans la réalité, j'occupais tranquillement le dernier.